Hello chère communauté qui se bouge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer à côté de moi Monsieur Van Vlodorp. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Avec plaisir. Il faut savoir que Monsieur Van Vlodorp est mon professeur de nutrithérapie. Je suis une formation au CFNA en Belgique, institut qui a été créé par le docteur Jean-Paul Curtet. Oui. Et donc vous partagez l'enseignement Voilà. avec le docteur Curtet. Monsieur Van Vlodorp, vous êtes nutrithérapeute, naturopathe. Vous êtes licencié en physiologie et en micronutrition à l'université de Poitiers. Vous êtes président de l'Union des nutrithérapeutes de Belgique. Voilà, c'est ça. Et vous venez d'écrire un livre. Alors, je ne sais pas si le livre est le mot approprié pour parler de ceci. Moi, j'ai envie de parler de Bible parce que vraiment, c'est incroyable. Les centaines d'informations qu'il y a dans ce livre, je l'ai dévoré. On parle de tout. Je dirais les gros points super importants, c'est que souvent on va vers des conseils perte de poids qui sont comme du sparadrap sur une plaie ouverte. Ici, vous expliquez d'où venait la plaie, comment on peut la soigner, comment on peut la cicatriser et comment on peut régler le problème. Voilà, tout à fait. Ça explique tous les problèmes, ça donne plein de pistes. Il y a même des recettes à la fin du livre. Et donc, vous avez été 3 pour l'écrire. Voilà. Mes collègues et moi-même, donc Magali Castro et Véronique Liès, on s'est posé en fait les mêmes questions et on s'est dit, tiens, c'est bizarre, certains patients maigrissent mieux que d'autres. Okay. Et est-ce qu'on doit forcément revoir chaque fois leur assiette parce que obligé de constater qu'il y a certaines personnes qui faisaient exactement le même programme et certains avaient de meilleurs résultats que d'autres. D'accord. Mais la réponse physiologique du programme était différente en fait. Donc ce qu'il faudrait, c'est rééquilibrer les personnes avant qu'elles démarrent un programme. Et certaines personnes, des fois, l'origine de leur prise de poids n'est pas que l'excès alimentaire. C'est vrai qu'il est connu que si tu es gros, c'est que tu manges trop. Ça touche certaines personnes, mais loin d'être la majorité des patients qui viennent nous consulter. Donc on ne peut plus avoir ce raisonnement de se dire vous avez un surpoids parce que vous mangez trop. Certaines personnes, oui, mais pas tout le monde. Et quelque part, le livre a été créé pour justement répondre, oui, mais si c'est pas l'alimentation, c'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est? Ma thyroïde, mes intestins, peut-être une inflammation, une résistance à l'insuline, le manque de sommeil, un excès de stress, une carence en micronutriments. Et ça, malheureusement, et dans les professionnels, peu de personnes se posent la question. C'est pour ça que c'est un livre qui est destiné aussi aux professionnels. Le livre peut paraître des fois un peu compliqué parce qu'on a eu pour objectif aussi de donner des outils aux personnes qui vont prendre en charge les personnes en surcharge pondérale et aussi au grand public pour qu'il ait lui-même aussi les réponses parce que je veux arrêter qu'on prenne des fois les gens pour des imbéciles et comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre. Je pense que beaucoup de personnes qui ne sont pas des fois des professionnels de la santé veulent avoir de l'information, mais à part leur faire une prescription et leur dire fais comme ci, fais comme ça, ils veulent comprendre et là je pense qu'ils auront la réponse à leurs questions. Donc, si je comprends bien, on n'est pas tous égaux face au kilo. Non, on n'est pas tous égaux. La réponse est différente d'un programme. Un exemple, vous allez décider de manger plus sainement, plus équilibré, mais vous dormez mal. Donc, vous dormez que 4-5 heures par nuit. Et vous maigrirez beaucoup moins facilement que votre voisin qui fait exactement la même chose et qui a des bonnes nuits de sommeil. Parce que on en parle dans le livre, on vous montre des études aussi, parce que ce qu'on dit, ce n'est pas basé sur des croyances, c'est vraiment basé sur des connaissances. Vous avez une bibliographie à la fin. Plus de 250 études scientifiques. Voilà, pour justement que les professionnels, que ce soit les médecins, nutritionnistes, diététiciens et tout ça, aient aussi des preuves quelque part de ce qu'on avance, parce qu'on n'est pas obligé de nous croire non plus. Donc, par exemple, pour revenir, ce manque de sommeil justement peut perturber le stress. Le stress libère du cortisol. Ce cortisol peut augmenter l'insuline, qui est l'hormone qui nous fait grossir. Donc, quelqu'un de stressé peut avoir plus difficile à maigrir. La flore intestinale, notre flore, fonction des bactéries, des populations de bactéries qu'on a dans nos intestins, on peut plus ou moins profiter des calories. Donc vous donnez la même quantité de calories aux personnes et une va plus vite profiter, donc faire plus facilement du gras que sa voisine. Donc là, on doit se poser la question, pas
essayer de lui dire de manger moins gras et tout ça. On doit essayer justement d'améliorer sa flore intestinale pour qu'elle puisse justement avoir des résultats. C'est un travail un peu chirurgical. Oui. Hein. Chacun a un profil différent. Et... Voilà. Et c'est pour ça qu'aussi, parce que j'ai lu énormément de livres aussi, et chaque auteur venait un peu comme la solution avec leur régime. Et je pense qu'il y a énormément de régimes. On ne remet pas en cause les régimes. Hein. Je pense que beaucoup de régimes fonctionnent, mais on ne se pose pas la question, tiens, mais pourquoi ils ne fonctionnent pas chez tout le monde est-ce qu'il ne faudrait pas rétablir justement cette physiologie justement pour avoir une bonne réponse au régime. Maintenant, il y a des régimes qui sont plus dangereux que d'autres. Malheureusement, il y a beaucoup d'auteurs qui ont pour un objectif que de faire maigrir. Mais des fois, c'est au détriment de la santé. Nous, toute personne, quand je reçois des patients en consultation, on leur dit que notre programme alimentaire, parce que c'est loin d'être un régime, vous ne retrouverez pas de produits light, de produits maigres dans notre programme. On est dans un programme qu'on fait à vie et que j'encourage d'avoir d'ailleurs toute la famille à suivre, parce qu'on est dans une rééducation alimentaire, dans apprendre à manger plus sainement, mieux. On parle aussi de l'alimentation biologique, manger plus local. Toute la famille peut suivre notre programme parce que ça va naturellement améliorer la santé. Et c'est quelque part une frustration des fois que j'ai en consultation. Certains patients viennent et je leur demande « mais pourquoi vous voulez manger plus sainement ?» Pour perdre quelques kilos. Okay. Donc je me dis, s'ils n'avaient pas dû perdre du poids, ils ne se seraient peut-être pas posé la question de manger plus sainement. Et ça, on veut justement faire comprendre aussi aux personnes que manger plus sainement sert à améliorer sa santé, prévenir ces maladies dégénératives, le cancer qui nous fait peur, les maladies cardiovasculaires. On a énormément d'outils pour justement se préserver de ces maladies-là. Comme le surpoids, on essaye justement de comprendre ces mécanismes qui font qu'on a pris du surpoids. Le cancer, maintenant, on connaît les mécanismes qui font qu'on développe un cancer. Donc si on comprend ces mécanismes-là, on peut d'autant plus mieux les gérer et l'alimentation a un impact très positif sur la prévention de ces maladies. Complètement. Et moi, il y a quelque chose, je suis extrêmement surpris parce que voilà, à l'heure où on tourne cette vidéo, ça fait 1 an que je suis la formation Nutrithérapie. Alors moi, je trouve que c'est extraordinaire tout ce qu'on apprend. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'au fur et à mesure des cours qu'on reçoit, donc cancer, allergie, inflammation, surpoids, etc., c'est principalement les mêmes aliments, les mêmes nutriments, les mêmes vitamines qui reviennent en fait. Ce qui est génial avec l'alimentation, c'est qu'il n'y a que des effets secondaires positifs pour les bons aliments. Par exemple, on va parler des oméga 3, quelque chose qui est très connu, qu'on retrouve dans certaines huiles, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline et dans certains poissons gras. La sardine, le maquereau, le hareng, dans le livre, on parle que ça a un impact sur le surpoids. Donc on casse aussi ce diktat des calories parce que ce sont des graisses, donc plus caloriques, et on démontre que manger plus gras fait maigrir. Mais faut-il choisir les bonnes graisses? Donc, en consommant plus d'acides gras oméga 3, on améliore sa résistance à l'insuline. Donc, ça a un impact dans l'amaigrissement. Mais quand on mange plus d'oméga 3, ça a un impact aussi dans la prévention cardiovasculaire. Ça a un impact aussi dans la prévention des cancers. Quand vous décidez de manger comme le livre le recommande, le conseille, vous, in fine, vous pouvez améliorer votre santé. C'est pour ça que la personne qui ne doit pas maigrir et qui voudrait suivre nos conseils aura un impact sur sa santé à long terme. Donc en fait, le livre est destiné à tout le monde, à tout le monde, mais maintenant, c'est vrai que obligé de constater qu'en consultation, moi et mes collègues, beaucoup de personnes viennent changer leurs habitudes alimentaires parce qu'ils doivent maigrir. Oui. Maintenant, ça change. Ça fait 15 ans que je fais de la consultation. J'ai encore eu cette semaine un couple, une dame de 75 ans et son mari 73 ans, en bonne santé, bonne biologie, tout va bien. Et je demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Justement, on est en bonne santé, moi et mon mari, et on veut encore vivre longtemps en bonne santé. Super. Qu'est-ce que je peux faire justement pour bien vieillir? Ça, on n'avait pas en consultation des personnes qui venaient nous voir avant parce qu'ils pensaient pas, ils attendaient de tomber malades pour justement traiter la pathologie.
parce qu'on nous a éduqués comme ça, hein, on va chez son médecin pour ne pas tomber malade. Alors ils auraient pu aller chez leur médecin pour justement leur poser ces questions-là, qu'est-ce que je peux faire pour bien vieillir, mais malheureusement le médecin avec sa formation n'est pas à même à répondre à ces questions, de prévenir la maladie. Ils sont très compétents pour justement la traiter, je ne suis pas contre les médicaments, ça sauve des vies tous les jours, mais je veux dire on a oublié justement un pan de la médecine qui est aussi la prévention, et malheureusement on fait peu de prévention. La nutrithérapie justement, dans l'enseignement qu'on vous donne, on essaie justement de vous donner toute cette physiopathologie pour comprendre un petit peu comment une maladie se déclare et agir justement avant qu'elle se déclare avec des outils comme la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique. Et déjà, si on pouvait donner tous ces outils-là aux personnes, je pense qu'on aurait moins de personnes qui souffrent de ces pathologies-là. Et donc, on a maintenant en consultation des gens qui viennent pour ne pas tomber malade. Et vous collaborez avec énormément de professionnels de la santé, en fait. Oui, parce qu'à un moment donné, les cabinets sont remplis de gens malades, les hôpitaux aussi, et et même le gouvernement se pose la question, tiens, c'est vrai que si on pouvait déjà avoir moins de malades, ça serait bien. Il y a des chiffres qui sont là. Le cancer du sein n'a fait qu'augmenter en 10 ans, il a doublé. Donc on traite mieux le cancer du sein qu'avant, donc ça c'est super, mais on n'a jamais eu autant de gens qui en souffraient. Voilà, le cancer, les maladies cardiovasculaires, on les traite mieux qu'avant, mais on a de plus en plus de gens qui en souffrent. Donc on doit se poser la question, mais qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Et là, la réponse des fois, ici, c'est très complexe. Un cancer, c'est multifactoriel, mais par exemple, dans le cancer du sein, quelque chose qui nous fait peur, c'est tout ce qui est perturbateur endocrinien, qu'on n'avait pas il y a 50 ans d'ici. Donc on est dans une génération de plastique, on grandit là-dedans, ça a un impact justement sur le cancer. Donc il faut justement comprendre tout ce qui amène pour justement mieux le gérer. Ouais. Et dans le livre, c'est ce qu'on a voulu faire, expliquer justement la raison pour laquelle on prenait du poids, qui est loin d'être que l'excès alimentaire et l'excès de calories. Ouais. Complètement. Il y a des chapitres sur tous les sujets possibles et imaginables liés au surpoids. Ce qui est formidable, c'est qu'on va vraiment dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur les causes, vraiment, qu'est-ce qui crée le surpoids. Il y a un chapitre extrêmement intéressant sur le sommeil notamment. Et il y avait un conseil qui était assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter la viande le soir et que ça permet de mieux dormir? Pourquoi les protéines le soir empêchent quelque part, perturbent l'endormissement? En réalité, il faut d'abord comprendre pourquoi on arrive à s'endormir. Donc, on arrive à s'endormir grâce à la mélatonine, dont son précurseur est un autre neurotransmetteur, la sérotonine. Donc, on va essayer justement par l'alimentation de donner le substrat pour produire cette sérotonine qui va être transformée en mélatonine. D'ailleurs, certaines personnes qui nous écoutent prennent peut-être un antidépresseur sérotoninergique et ils se rendent compte que quand ils le prennent, ils dorment mieux. Donc, il y a des médicaments pour ça, mais l'alimentation peut justement optimaliser la production de ces neuromédiateurs. Et ça commence dès le goûter. En fait, quand on prend un goûter plutôt sucré, mais du bon sucre, des fruits, des oléagineux, un petit peu de chocolat noir, on fait monter un petit peu l'insuline. Et cette insuline va permettre justement d'enlever les compétiteurs, justement, qui sont des acides aminés, qui vont permettre au tryptophane, un acide aminé, de passer la barrière hémato-encéphalique et de produire de la sérotonine. C'est un petit peu complexe, mais si vous voulez, quand vous mangez moins de protéines animales le soir, vous permettez une production plus importante de mélatonine au final. C'est ça. De plus, la viande est un peu excitante, les gros mangeurs de viande sont plus agressifs, c'est reconnu, parce que la viande, si vous voulez, est riche en acides aminés, précurseur notamment de la dopamine, de la noradrénaline, qui donne du courage, la motivation. Mais je veux dire, c'est intéressant le matin, mais pas avant d'aller dormir. Ouais. Donc le soir, on doit plutôt fabriquer de la sérotonine qui nous permet d'être plus apaisé, moins irritable, moins impatient, moins nerveux. Et le matin, on doit optimaliser sa production de dopamine. C'est pour ça que des protéines animales, à choisir, je préfère qu'on les consomme le matin que le soir. Plusieurs personnes amorcent une perte de poids. Et puis se retrouvent parfois un peu bloqués. Ça ne va plus aussi bien qu'au début. Qu'est-ce qu'on peut leur donner peut-être comme conseil pour booster un peu leurs résultats dans ces moments-là? Bon, évidemment, il y a plein de profils différents, mais si on voulait donner peut-être l'une ou l'autre astuce... S'ils se rendent compte qu'ils font le même programme, qui donnait des résultats et qu'à un moment ils ne perdent plus,
Peut-être il y a un dysfonctionnement au niveau de l'hypothyroïdie, donc je leur recommanderais d'aller faire un bilan. Dans le livre, on donne toutes les biologies pour les médecins, mais aussi pour les patients. Qu'est-ce qu'ils peuvent demander à leur médecin? Il peut avoir une carence. Par exemple, on peut constater que la thyroïde est un peu plus lente, et ça arrive très souvent chez les personnes qui font des régimes hypocaloriques. C'est pour ça que je le déconseille de faire des régimes hypocaloriques, parce que la thyroïde justement peut devenir aussi un peu plus lente et provoquer une hypothyroïdie. Donc si on est en hypothyroïdie, on maigrit moins facilement. Donc ça, c'est très facilement diagnostiqué par le médecin. Certaines carences en micronutriments, chez une femme de la puberté à la ménopause qui a ses règles, elle peut manquer de fer. Si elle mange trop peu de viande, faut pas manger trop de viande parce que c'est pro-inflammatoire, et on sait et on montre dans le livre que l'inflammation augmente la prise de poids parce que ça détricote du muscle. Mais la viande peut être aussi intéressante parce que ça apporte du fer, du zinc, de la B12, et certaines femmes peuvent manquer de fer. Donc si elles se sentent flagada, fatiguées, elles peuvent demander aussi à leur médecin un bilan du fer. Et si on constate une carence en fer, on lui prescrira un complément de fer, ou mieux, elle mangera un petit peu plus de viande rouge. Et son métabolisme va repartir. S'il repart, le même nombre de calories va être mieux exploité, donc elle va remaigrir. Ah, super. Donc on peut aussi avoir une résistance à l'insuline. Donc ça, on demande l'insuline à jeun. Donc on demande toujours la glycémie à jeun. Et dans le livre, on recommande aussi aux médecins de demander l'insuline à jeun. Et il y a aussi l'indexoma, qui est un rapport sur la glycémie et l'insuline, qui peut donner une réponse à cette difficulté de perdre du poids, parce que certaines personnes souffrent d'une résistance à l'insuline. Mais encore, on les diagnostique des fois trop tard quand ils sont diabétiques. Mais avant d'être diabétique, il peut se passer 5 à 10 ans où la personne prenait du poids. On lui disait, mais non, ton sucre est bon, il n'y a pas de souci, tu n'es pas diabétique, mais en attendant, elle prend du poids. Mais là, c'est parce qu'elle son pancréas crachait déjà beaucoup d'insuline, et l'insuline, c'est l'hormone qui nous fait grossir. Donc, si tu en fabriques de trop, donc on doit justement traiter cette résistance à l'insuline, et on donne notamment des solutions, le magnésium, les oméga 3, on a parlé, une alimentation à faible index glycémique. Les termes utilisés dans notre échange peuvent paraître parfois un peu délicats, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre, c'est expliqué avec une telle simplicité quelque part. En fait, on s'en est bien rendu compte quand on a écrit le livre, comme on ne voulait pas trop simplifier, parce que beaucoup de livres ont simplifié le message, mais au final... Mais ça reste, ce qui est incroyable, ce que vous avez réussi à faire en fait, c'est complet et c'est disponible pour chacun. On a essayé à la fin de chaque chapitre de faire des petits résumés. Ouais. Donc le lecteur qui va aller assez vite pour avoir les solutions, peut lire les « je retiens ». C'est ça. Et le professionnel qui veut comprendre et prendre en charge les personnes en surpoids, il a des chapitres aussi, enfin des encadrés qui lui sont destinés. Donc ça, c'est intéressant aussi pour pouvoir que ça soit plus didactique quelque part. On a voulu aussi qu'il soit coloré avec des petits schémas et tout ça. Moi, je suis très sensible à ça, donc je voulais aussi un livre qui se voulait didactique et agréable à lire. Oui, c'est une grande réussite. D'ailleurs, vous êtes numéro 1 des ventes sur Amazon. Oui. Donc bravo, félicitations. J'ai envie de vous poser une dernière question, peut-être sur une journée type qu'on peut aborder, de donner un conseil. Mais avant d'aborder cette question-là, si on veut vous suivre, si on veut vous contacter, par quel réseau est-ce qu'on peut... Vous avez un site internet? Oui, j'ai un site internet qui est vanvlodorp-nutrition.be. Ok, on met les liens sous la vidéo. J'ai aussi ma page Facebook où j'essaye de l'animer quand j'ai un peu de temps, mais j'essaye de plus en plus d'y mettre des articles, des petites vidéos. Les conférences, je donne beaucoup de conférences au grand public dans la prévention du surpoids, mais aussi la prévention des maladies cardiovasculaires, du cancer. Je donne aussi beaucoup de conférences dans les écoles, qui sont des conférences bien mangées pour bien apprendre, pour essayer de conscientiser les parents
à donner un bon petit déjeuner aux enfants. Je pense que ce qui manque à l'heure actuelle, c'est des connaissances. Je pense que tous les parents adorent leurs enfants, ils veulent le meilleur pour eux, mais quand des fois je vois ce qu'ils mettent dans leur boîte à tartines, tu te demandes s'ils les aiment vraiment. Mais bon, j'en suis convaincu, ils les aiment, mais il manque de connaissances. Ouais. Et en fait, le but ici aussi, par les conférences, par les vidéos, les articles, c'est d'essayer d'apporter des connaissances aux gens qui comprennent. Et moi, je m'enchaînement, pas parce que je suis motivé, je me dis pas tous les matins, moi et ma famille, allez, on fait attention aujourd'hui. Non, c'est devenu une hygiène de vie, c'est devenu tellement évident et naturel. Mais je me suis posé la question, pourquoi c'est si évident pour moi et pour d'autres, ça ne l'est pas? Ben, je pense que c'est simplement parce que j'ai les connaissances et je sais ce que je mange et je sais ce que mes enfants mangent. Donc, il faut apporter cette connaissance-là. Comme vous avez un architecte, s'il vient chez moi, il va dire, mais Monsieur Van Dor, pourquoi vous avez mis cette porte-là? Vous auriez dû isoler avec ça. Ben oui, mais moi je sais pas. Lui, il sait. Donc, il a automatiquement bâti sa maison différemment que moi. Donc, je pense qu'il faut absolument apporter des connaissances plutôt que des recettes toutes faites. Avec faites manger ça matin, midi, soir, on fait un programme 1600 calories, on n'explique pas aux gens pourquoi, on leur donne une ordonnance. Vous avez du diabète, ben voilà, prenez un médicament pour le diabète, ben ça marche plus. Les gens, ils veulent aller plus loin, ils veulent comprendre. Et c'est ça qu'on essaie justement par le livre de comprendre, par les conférences. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi avec le CFNA, avec Jean-Paul Curtet, pour justement apporter ces explications, ces connaissances, parce que l'avantage, c'est qu'on a toutes les preuves scientifiques. Donc on n'est pas dans des croyances, on n'est pas en train de dire « faut croire ce que le docteur Curtet, ce que M. Van Dort dit », non. Tout ce qu'on dit repose sur la science. Donc on a les outils, on a les études, et je pense qu'il faut apporter ça maintenant au grand public, qui comprennent ça, aux professionnels de la santé qui doivent faire le relais. Et d'ailleurs, dans mon actualité, fin de cette année, au mois de décembre, je donnerai 2 jours de formation. C'est un week-end, c'est une grosse conférence au final, pour justement expliquer en quoi la nutrithérapie peut aider les personnes dans la prévention de ces maladies, du surpoids, du cancer, des maladies cardiovasculaires, la gestion du stress, le burn-out. Et avant, c'était quelque chose que je n'ouvrais qu'aux professionnels de la santé. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui s'intéressaient et ils n'avaient pas justement un diplôme scientifique, mais avec tout ce qu'ils avaient lu et tout ça, je les trouvais assez alertes et intéressés. Et je suis convaincu qu'il faut aussi leur apporter ces connaissances-là, même si on n'est pas professionnel de la santé. Je pense que si on comprend mieux comment son corps fonctionne, on le gère mieux. Complètement. Donc moi, je vous recommande, j'ai aucune action dans la vente du livre, vraiment zéro, mais ça, c'est la Bible de la perte de poids. Ça coûte 19,50 €. 90. 19,90 €. Cher ami français, 19,90 €. Pour une Bible qui change votre vie. Alors, il y a une citation qui dit « Un livre peut changer une vie ». Et ça fait vraiment partie sur mon étagère des livres qui peuvent changer une vie. Donc si vous voulez changer la vôtre et toutes les questions que vous posez par rapport à le surpoids, c'est ça qu'il faut acheter. Alors vous me demandiez aussi une journée type. Oui, voilà. Oui. Alors une journée type, donc d'abord, quand on veut d'abord rééquilibrer son alimentation, il faut d'abord se focaliser plutôt sur ce qu'on ne mange pas assez que ce qu'on mange de trop. Ça, c'est une règle très très importante propre à la nutrithérapie, c'est arrêter de faire focaliser les gens sur leurs excès. Parce que quand tu comprends pourquoi les gens font des excès, tu peux pas leur dire décemment arrêtez de manger vos gougouilles, arrêtez de manger vos crasses et tout ça. Ça marche pas. Les gens, quand ils viennent au cabinet, ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas manger des chips, qu'ils ne peuvent pas manger trop de chocolat, qu'ils ne peuvent pas manger des glaces. Mais ils me disent, c'est plus fort que moi. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de comprendre pourquoi. Moi, j'aime bien de manger une glace, mais j'ai pas besoin d'en manger. Comme certains patients me disent, j'en ai besoin. Vous voyez, j'ai le plaisir d'en manger une, mais je n'ai pas le besoin. Donc, en fait, la réponse, elle est dans nos insuffisances nutritionnelles. Donc, bien manger, c'est se focaliser plutôt sur ce qu'on ne mange pas assez que ce qu'on mange de trop. Car ce qu'on mange de trop est une conséquence de ce qu'on ne mange pas assez. C'est ça. Ça, c'est très important. Donc, quand on suit un programme, en tous les cas avec un nutrithérapeute, c'est d'essayer de se dire, j'ai bien suivi ce que M. Van Dor m'a dit, par exemple, parce que j'ai mangé tout ce qu'il m'a dit de manger. C'est ça. Après, on a pris un petit apéro, un petit dessert, on s'en fout. C'est pas là le principal. C'est d'abord parce qu'on se rendra vite compte que quand le corps est bien nourri, les envies de grignotage, il n'y en a plus. Et c'est très facile d'arrêter de grignoter, par exemple, si on n'en a plus envie. Par contre, se dire par la volonté, je vais essayer de ne pas craquer, ça ne marche pas.
Ça, il y en a Oui, plein puis- qui ont essayé. En rajoutant des bons aliments, les autres prennent moins de place. Voilà, en fait. c'est ça. Un bon aliment chasse un mauvais. C'est ça. Une bonne habitude alimentaire chasse une mauvaise. Chasse une mauvaise. Donc ça, c'est une règle importante qui va aussi déculpabiliser pas mal de gens parce qu'ils croient que beaucoup de gens nous disent « Ah mais je suis pas encore prêt, je suis pas encore prêt. J'attends d'être motivé, j'attends d'avoir le déclic. Non, on n'est pas là-dedans. Mes patients qui suivent mes recommandations ne me disent pas depuis 1 an et demi, monsieur Vincent, je tiens le coup. Hein. C'est moi qui ai le plus de motivation. Ça marche pas comme ça. C'est naturel en fait. Ça marche pas comme ça. Ok. Voilà, c'est essayer justement de donner au cours ce qu'il faut. Alors lui donner ce qu'il faut, c'est bien démarrer la journée. Avec un bon petit déjeuner, reprendre le temps de bien déjeuner. Alors certains se disent oui, mais moi j'ai pas le temps de déjeuner, j'ai pas faim. Énormément de gens n'ont pas faim le matin, c'est normal parce qu'ils digèrent toujours leur repas de la veille. Donc là t'as pas faim le matin. Donc un bon petit déjeuner, on donne quelques idées dans le livre. Il y a même des recettes. On a les traditionnels céréales, mais les bonnes céréales qui sont des céréales à faible index glycémique. On a les flocons d'avoine, les flocons de quinoa, les flocons de millet. Pour ceux qui aiment mieux les choses plus croquantes, on a mis une recette de granola, qui est un muesli croquant. Je recommande de le faire soi-même plutôt que de l'acheter en supermarché parce que ils y mettent des fois malheureusement trop de sucre, ils ne mettent pas les bonnes sources de graisse et tout ça. Donc ça prend pas tellement de temps de le faire soi-même. Ou alors on peut partir avec une omelette le matin. Donc essayer d'avoir un bon petit déjeuner qui va nous permettre de ne pas avoir faim jusque midi. À midi on mange un repas complet. Alors pour beaucoup, et pour les Belges, en tous les cas, manger complet, c'est manger chaud. Alors ça, je veux arrêter qu'on croit ça. Manger complet ne veut pas dire manger chaud. Manger complet, c'est avoir une assiette variée avec des légumes, des glucides, des protéines, tout ce qu'il faut en fait. C'est ça. Et la température de repas n'a jamais été terminée, sa qualité nutritionnelle. Donc, on explique dans le livre qu'on pourrait manger complet 3 fois par jour. Ça serait bien si tout le monde pouvait manger complet. Mais en Belgique, en tous les cas, on croit qu'il faut manger un repas chaud qu'on met automatiquement complet et 2 repas tartines. Donc, on va essayer de manger un repas complet à midi. On donne pas mal de solutions pour ceux qui sont au travail et tout ça. Mais oubliez cette traditionnelle tartine de charcuterie. Il y a mieux à faire. Et quand on a mangé un peu mieux à midi, donc un bon apport en légumes, en protéines et en glucides lents, on n'a pas faim toute l'après-midi. C'est ça. On n'a pas d'hypoglycémie réactionnelle parce que beaucoup de gens ont des coups de pompe. Si tu manges un sandwich à midi, faut se dire qu'un sandwich type Dagobert, un jambon, fromage, mayonnaise, 2 petites feuilles de salade pour décorer, c'est l'équivalent de 28 morceaux de sucre. Donc quand tu bouffes 28 morceaux de sucre, ta glycémie monte, mais à un moment donné, en réponse à ça, comme il y a trop de sucre dans le sang, ton pancréas libère énormément d'insuline qui va te créer une hypoglycémie réactionnelle. Et il est 2-3 heures de l'après-midi, tu as un coup de mou, tu as envie de quoi? Un petit sucré, un café ou un soda. Et ça n'arrivera pas si on a bien mangé à midi. Et on pourra prendre un goûter qui, pour moi, est un repas aussi important que les autres repas, le goûter, parce qu'on en parlait tout à l'heure pour le sommeil, ça va permettre d'optimaliser la production de sérotonine. Donc on va prendre un goûter décalé, fin d'après-midi, vers 17-18 heures, à base de fruits, d'oléagineux. Les oléagineux, les noix, les amandes, les noisettes, les noix de pécan apportent énormément de bonnes choses. C'est intéressant dans le cadre d'un amaigrissement. Or, c'est encore quelque chose qui, par certains nutritionnistes Ils sont diabolisés. Diabolisés parce que c'est gras. Et comme c'est gras, ça fait grossir. Là, je pense que celui qui lira le livre a compris qu'il ne faut pas manger moins gras, mais qu'il faut manger mieux gras. Donc un bon goûter à base de bonnes graisses et de glucides comme des fruits. Et comme ça, on se rendra compte que le soir, on n'aura pas très faim. Alors moi, personnellement, je ne soupe pas tous les jours. Oui, je saute un repas, je saute le souper. Et parce que je n'ai pas faim. Donc je ne dis pas aux gens, à mes patients de ne pas souper, mais je leur dis que si vous n'avez pas faim, le seul repas que vous pouvez sauter, quelque part, c'est celui-là. Parce qu'on a moins faim. Si tu as mangé bien la journée, tu as automatiquement moins faim le soir. Il y en a qui mangent un repas classique, mais une petite assiette, c'est très bien aussi, où on peut faire des apérodinatoires et éviter de manger trop de viande le soir, c'est vrai pour ceux qui ont des troubles du sommeil. Mais essayer d'avoir un apport calorique plus important le matin, le midi, et la conséquence sera de manger moins le soir. Alors, il y a une étude qui vient de sortir d'ailleurs à ce propos. Je l'ai publiée, qui a montré qu'on donnait exactement le même nombre de calories, sauf qu'elles étaient réparties différemment. Et le groupe qui a mis les calories, la plus grande partie des calories le matin et le midi, a maigri
je pense, 2 fois plus vite que celui qui a mis vite. le même nombre de calories, mais plutôt fin de journée. Ouais. Et voilà, ça devient une hygiène de vie. Et je pense que ça devient une évidence pour peut-être celui qui n'a pas lu le livre, qui c'est la première fois, qui s'intéresse peut-être à l'alimentation dans le cadre d'un amaigrissement. Ça peut lui faire peur, il peut se dire mais j'y arriverai pas. Mais je pense que le livre est là pour justement expliquer. Et je suis convaincu que la connaissance crée le plaisir. Donc ça, quand on comprend les choses, on a plus envie d'en consommer. Ici, je prends l'exemple du thé, parce que je prends souvent cet exemple en conférence, je buvais jamais du thé, parce que culturellement, à la maison, on n'en buvait pas. Et à force d'aller à des formations, et puis j'ai été voir une conférence sur la prévention du cancer, tous les effets des catéchines de thé vert et tout ça, j'ai bu ma tasse de thé après la conférence et elle m'a goûté mieux. Elle m'a goûté mieux parce que je pense qu'à force d'avoir entendu plein de choses positives là-dessus, ça crée le plaisir aussi. Donc on parle aussi dans le livre justement ces notions de plaisir. Oui, mais ça je peux pas manger, monsieur Van Dorp, j'aime pas. Mais on s'en fout entre guillemets que t'aimes pas, parce que c'est pas toi qui décides si t'aimes ou si t'aimes pas, c'est ton cerveau qui décide de libérer du plaisir ou pas. Ça c'est intéressant. Ouais. Parce que dans l'éducation de nos enfants, beaucoup de parents me disent oui, mais ils n'aiment pas, je peux rien faire d'autre. Mais si justement on peut faire des choses qu'on comprend pourquoi on aime ou on n'aime pas. Donc ces mécanismes on a compris maintenant pourquoi on aimait quelque chose. En 2 mots, c'est l'endorphinisation, c'est la répétition qui crée le plaisir. Et à force de manger plus sainement, c'est ça qui est gai, tu as toujours envie de manger plus sainement. Ah oui. Et celui qui bouffe mal, a toujours envie de manger plus mal. Ouais. Cette semaine, j'avais une patiente à qui je dis j'aimerais bien que vous rebougiez un petit peu, j'aimerais que vous fassiez un peu de sport. Ah mais monsieur Van Dorp, moi je n'aime pas le sport, je ne saurais pas, je ne suis pas sportive. Alors je dis, vous êtes né comme ça ma pauvre dame, vous n'êtes pas sportif, vous avez le gène du non-sportif. Je dis non, vous pouvez aimer le sport. Ah non, mais j'ai jamais aimé. Mais vous n'avez jamais aimé parce que vous n'en avez jamais fait. Quelqu'un qui aime le sport, c'est quelqu'un qui en fait. Et cette dame-là, je vais lui donner un petit programme, elle va faire pas beaucoup, ça avec 10 minutes par jour. Et quand je vais la revoir dans un mois, elle va me dire qu'elle aime déjà mieux. Pas pour me faire plaisir, parce que son cerveau va lui dire qu'il aime mieux. L'endorphinisation. Donc la répétition crée le plaisir. Et heureusement qu'on utilise ça. Énormément de gens l'utilisent avec leurs enfants en disant goûte d'abord. Hein. Si on n'avait pas eu cette habitude de dire à nos enfants goûte d'abord, ils seraient toujours au lait maternel à 18 ans. Hein. Ouais. Donc je veux dire, la diversification, changer ses habitudes, c'est aussi répéter, à un moment donné, on aime. Cet aspect du comportement alimentaire, on a fait aussi attention d'en parler et de comprendre pourquoi on avait faim. On peut avoir faim par exemple parce qu'on fait une hypoglycémie, mais on peut avoir faim aussi parce qu'on a une envie. Alors là, on fait bien la distinction entre une envie, une hypoglycémie, ce qu'on appelle l'alimentation psychotrope. Certains patients, justement, peuvent avoir des envies, mais ils n'ont pas envie de manger, ces gens-là. Ils n'ont pas faim d'ailleurs, mais ils ouvrent quand même le frigo. Et ils mangent une connerie. Et en fait, on leur explique qu'ils ont d'abord besoin de se faire plaisir. Alors le sens gustatif est une source de plaisir, hein, comme si ma femme me fait un massage, c'est une source de plaisir. Mais si vous voulez, le corps ne sait pas d'où vient le plaisir. Pour lui, il n'y a que le résultat qui compte. Donc l'origine du plaisir, il ne le connaît pas. Donc cette petite dame qui ouvre le frigo fin de journée parce qu'elle a eu une grosse journée de stress et tout ça, elle a déjà mangé, et puis 1 heure après, elle va encore dans son frigo chercher quelque chose, elle devrait se poser la question, tiens, je devrais peut-être prendre soin de moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre soin de moi? Et si elle allait peut-être un peu faire du sport, s'aérer, se faire couler un bain, se faire masser, un câlin, par votre femme. Voilà. Se faire cajoler au final, parce que c'est ça qu'elle recherche dans la nourriture, et cette envie de bonbons, de crasses, de biscuits, des choses comme ça, ça passerait. Donc on ne va pas lui dire à elle, allez, courage, hein, referme le frigo. Ça ne marche pas. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle ouvre le frigo alors qu'elle n'a pas faim. Et ça, on essaie d'expliquer ces mécanismes-là. Donc si tu comprends comment ça vient, tu comprends comment tu dois le gérer. Et le fait d'intégrer quelque chose dans sa vie fin de journée qui va lui générer du plaisir, son cerveau va être content. Il aura sa dose, pas sa dose de cookies, mais sa dose de plaisir. Et que s'il a sa dose, il n'y a plus envie. Ouais. Et c'est facile, on n'est pas dans la motivation, on ne dit pas au patient, allez, courage. Hein, non, elle me dit, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce qu'elle a eu ce qu'il faut. Super. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on pourrait en parler des heures. Oui, mais c'est passionnant. En tout cas, moi, je ne peux dire qu'une chose. J'ai envie de reprendre la phrase que vous avez utilisée en disant
Ce qui compte, c'est d'informer les gens. Parce que quand on a l'information, c'est facile, c'est logique en fait de le mettre en place. Tout le monde veut être en bonne santé, tout le monde veut être heureux, tout le monde veut vivre le plus longtemps possible. Et tout ça est expliqué là-dedans. Donc voilà, vous savez ce qu'il reste à faire. D'ailleurs, je vais mettre aussi le lien sous la vidéo des différents endroits où on peut trouver le livre. Et on peut aussi le commander sur Amazon. Donc il est disponible sur Amazon, il est disponible en France, dans toutes les bonnes librairies. Il y a juste un problème en Belgique. Pour le moment, il y a eu un problème avec le distributeur belge. Donc pour le moment, il y a une liste de librairies. Beaucoup dans les magasins bio aussi, on a mis le livre parce que c'est en cohérence avec ce qu'on retrouve aussi dans ce type de magasin-là. Et ça, vous aurez les informations sur le site. Donc il fonctionne trop bien. C'est un bon problème. Bon, Sylvain de Vladorp, un grand merci vraiment. Avec plaisir. Pour ce partage, pour ces astuces, pour cette interview. Et bon, à très bientôt au cours alors. Merci.